Bonjour, je m'appelle Mandy Hutchinson de la chaîne Salt and Sass Games. Nous sommes à Canada Plays 2025 organisé par Asmodee. Je suis ici avec Léa Martinez, chef de projet en développement durable chez Asmodee, et Annick Pelletier, orthopédagogue clinique obtundérante pour discuter de la façon dont la recherche scientifique financée par Asmodee est présentée à la conférence Game in Lab de Canada Plays, met en lumière les liens entre les jeux de société et le développement des compétences cognitives et sociales. Nous parlerons de 3 études récentes pour découvrir comment le jeu influence l'apprentissage, l'attention et la dynamique du groupe, avec des résultats concrets qui peuvent inspirer les joueurs, les familles, les concepteurs de jeux et l'ensemble de la communauté des jeux de société. J'ai beaucoup de questions. Donc, premièrement, pourquoi la recherche est-elle importante pour l'industrie? Alors, avec la recherche, on peut vraiment comprendre quels peuvent être les impacts des jeux de société sur les joueurs. Donc, je pense qu'en tant qu'industrie, en tout cas, c'est ce qu'on veut vraiment promouvoir à Asmodee. On crée des produits, on vend des produits qui peuvent avoir des impacts sur les joueurs et c'est important, on a la responsabilité de comprendre quel est cet effet. Alors, très souvent, on se dit, OK, le jeu, c'est juste ludique, on s'amuse et voilà. Mais en réalité, il faut vraiment qu'on se pose la question de est-ce que le jeu peut être plus inclusif, plus accessible? Quel effet il peut avoir en fonction des profils de joueurs? Et ça permet un petit peu voilà, de passer de cette idée vraiment autour du produit, d'être purement sur le produit, à comprendre nos communautés de joueurs, comment on les influence et comment elles aussi peuvent influencer les produits. Et donc, je pense que la recherche peut amener des résultats vraiment beaucoup plus objectifs aussi, qui ont un pas de recul et qui voilà, offrent un nouveau regard finalement sur les jeux de société. Et je pense que ça peut voilà, aider tous les différents corps de métier dans l'industrie. Ah, exactement. Tu dis un mot inclusivité, c'est très important. Oui, je suis d'accord, oui, c'est très important. Et c'est vraiment quelque chose qu'on veut promouvoir à Asmodee et avec notre programme Game in Lab aussi de soutien à la recherche. Vachement bien, merci beaucoup. Pouvez-vous me parler un peu de Game in Lab? Oui, bien sûr. Donc Game in Lab, c'est un programme à Asmodee de soutien à la recherche scientifique sur les jeux de société. Donc, chaque année, on organise un appel à projets pour financer des projets de recherche sur n'importe quel sujet, n'importe quelle discipline liée aux jeux de société. Et on organise aussi, on soutient des événements, des conférences scientifiques sur la thématique des jeux de société, comme on le fait là à Canada Plays cette année, pour pouvoir donner accès et diffuser toute cette connaissance scientifique qui se développe sur les jeux de société. Voilà. Donc ça a été créé par Asmodee et une association française en 2018. Et depuis, on a financé plus de 25 projets de recherche et on a organisé et soutenu plus de 30 événements scientifiques. Comment les jeux de société font-ils appel à des compétences essentielles telles que la concentration, l'adaptabilité et la prise de décision? Là, on aurait beaucoup de choses à dire. Oui, je peux y aller. La question portait sur les jeux de société. Okay. Donc, le jeu de société est en soi inerte. Okay. Donc, puisqu'il est inerte, on doit prendre nos compétences cognitives pour ouvrir la boîte, sortir, organiser le matériel. Alors, déjà, le jeu de société est un matériel qui demande des ressources cognitives qu'on va utiliser par nous-mêmes. Alors, l'activation, la concentration, la planification, l'organisation et l'ajustement pendant l'ajout par nous-mêmes, en fait. Donc, c'est déjà un médium qui est extraordinaire pour venir solliciter les compétences individuelles de chaque joueur, en fait. C'est ça. Et du côté de la recherche scientifique, en fait, il y a eu énormément d'études sur les jeux vidéo. Et beaucoup moins sur les jeux de société, et encore moins sur les jeux de société qu'on dit modernes, c'est-à-dire des jeux non traditionnels, comme les échecs, par exemple. Ouais. Et là... J'aime les échecs. Moi aussi, j'aime les échecs, mais je trouve que c'est aussi important avec tous les nouveaux jeux qui existent. Voilà, il y a tellement de diversité de jeux que voilà, c'est important aussi de comprendre quel peut être l'impact sur les apprentissages et la cognition quand on joue à ces jeux-là.
Et il y a de plus en plus d'études qui se développent et les premiers résultats vont dans un sens positif. Plus on va jouer régulièrement aux jeux de société, meilleures seront les performances cognitives. Et donc, je pense que ça rejoint tout à fait ce que Oui, ça sollicite juste lire les règles. On doit lire les règles. Ce n'est pas comparativement un jeu vidéo qui peut te raconter les règles où on va être acteur de ce qui se passe. On va s'impliquer aussi, mais le jeu de société vient d'emblée franchement demander nos ressources cognitives personnelles. Exactement. J'aime beaucoup l'organisation des jeux. C'est vrai, c'est important. Il y a des interactions sociales, on est à plusieurs, on manipule du matériel et tout ça, c'est de la stimulation, de l'engagement. Comment envisagez-vous l'avenir des jeux de société dans le contexte éducatif et thérapeutique? Bien, moi, je pense personnellement avec les données de recherche sur le jeu de société, c'est de là l'objectif d'Asmodee Research, d'apporter des recherches qui nous démontrent que ça peut être positif pour, peu importe pour quelles raisons, selon les recherches, mais dans l'avenir, ben, si on sait que utiliser tel jeu ou tel type de jeu de telle manière peut renforcer l'attention, peut renforcer la flexibilité, eh bien, on a besoin de l'attention, on a besoin de la flexibilité dans des classes, par exemple, pour apprendre. Alors, les recherches qu'on a présentement vont nous servir pour l'avenir à convaincre les milieux, à démontrer aux milieux qu'il peut y avoir des améliorations en passant par une activité ludique. Donc, pourquoi pas? Alors, dans l'avenir, je pense que c'est le soutien de ces recherches-là qui va amener encore plus d'ouverture et même de la part de nos systèmes gouvernementaux, les organisations, les ministères de l'Éducation et compagnie. Ça prend des données probantes. Donc, voilà, je sais pas. Je pense qu'il y a aussi de plus en plus d'enseignants, de professeurs qui, parce qu'ils jouent aux jeux de société, réalisent le potentiel des activités de loisirs en général, mais surtout du jeu. Et donc, ils vont être de plus en plus utilisés, je pense, surtout à l'école, certainement en thérapie aussi. Ah oui, en thérapie. Voilà, et c'est déjà c'est toujours. Voilà, c'est ça. Sans recherche, on le voit de manière qualitative. Que c'est un outil qui est très rapide. C'est rapide d'avoir des résultats avec un jeu de société. On n'a pas de résultats rapides autant avec certaines activités papier-crayon, avec certains logiciels. Donc, pourquoi il faudrait faire des recherches? Mais on le voit de manière qualitative. C'est très concret rapidement. Et grâce aux recherches, on va pouvoir justement valoriser ça en plus. Oui, voilà. C'est ces observations qu'on fait depuis des années. Ouais. Tout au long de votre carrière, quelle a été la découverte la plus surprenante ou la plus marquante que vous ayez faite en étudiant le rôle des jeux dans les contextes sociaux et éducatifs? Deux choses m'ont beaucoup marquée pendant ma thèse. La première, c'est que c'est incroyable de voir comment avec un seul jeu, il peut y avoir je ne sais pas combien d'impacts possibles. En tout cas, c'est une hypothèse que je fais. Je n'ai pas de confirmation de résultats précis. Mais si par exemple on joue à Dixit, eh ben, y jouer une fois, ça peut peut-être booster la créativité. Pour autant, y jouer tous les jours, ça ne veut pas forcément dire qu'on va devenir un artiste grâce à ça. Mais si on y joue en étant enfant ou adulte, ou entre amis, ou en famille, ou en fonction de là où on vient, de nos conditions, du contexte social, il peut y avoir, j'ai l'impression, 1000 effets différents. Et ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable parce que du coup, ça veut dire 1000 études possibles sur le sujet. Exactement. Et la deuxième chose qui m'a vraiment marquée et qui, je pense, est très, très importante à dire et à souligner, c'est qu'il y a toujours une corrélation entre la pratique des jeux de société et les joueurs. Il y a vraiment... On s'intéresse beaucoup à l'impact que le jeu va avoir sur le joueur, mais il y a aussi comment le joueur lui-même influence le jeu. On a de base un certain fonctionnement cognitif, on est plus ou moins à l'aise dans différents types de jeux, donc on va vouloir plus ou moins pratiquer tel ou tel type de jeu. Et je trouve ça vraiment intéressant de voir l'aller-retour entre comment les jeux influencent les joueurs, mais comment les joueurs aussi vont pouvoir influencer le jeu, l'industrie, tout ça. Exactement. Voilà, c'est les deux choses.
Ça va dans le même sens. OK. Oui. Et ça dépend. Tu sais, moi, du côté de notre recherche à nous, eh bien, les hypothèses de départ qu'on avait, bien, pour les résultantes, bien, finalement, il y a des choses qui ne nous ont pas surpris parce que c'est vraiment ce qu'on croyait. Mais c'est venu confirmer, finalement. Ouais. Y a-t-il des jeux spécifiques qui travaillent mieux que l'autre dans vos études? Moi, je réponds oui, parce que moi, mon travail, j'ai toujours un objectif en tête quand je prends un jeu. Alors, oui, chaque jeu va être différent, il va avoir une résultante différente. OK. Par exemple, les jeux de vitesse Ah, OK. Oui. vont avoir une influence sur la régulation de l'impulsivité. OK. Mais les jeux de planification n'auront pas d'incidence sur l'impulsivité. Alors, chaque jeu va avoir vraiment son impact différent. Puis c'est logique parce que chaque jeu demande, bien, dans sa mécanique, si la mécanique est rapide, ça va demander de la rapidité d'exécution, ça va demander de la régulation de l'impulsivité. Donc, c'est normal qu'on ait une influence sur ça. Oui. Mais si je suis en planification et qu'il n'y a pas de chronomètre, j'ai pas besoin de me dépêcher. Alors, mais là, l'anticipation, je vais être ailleurs, je vais être dans d'autres choses. Alors, chaque jeu sollicite certaines fonctions cognitives plus que d'autres, disons. Alors oui, les jeux de vitesse vont travailler certaines choses, les jeux de mémoire vont être ailleurs. Les jeux de coop, les jeux coopératifs où on gagne ensemble, on perd ensemble, vont solliciter énormément de flexibilité. Oui, avec des autres joueurs. Ah, OK. La communication. Exactement. Je ne fais pas pour toi, on joue ensemble, mais toi, tu fais. Oui, mais là, on veut gagner, alors je vais te dire comment on peut gagner, mais je ne fais pas à ta place. Donc, c'est ça, la coopération. Ouais. Du côté de la recherche scientifique, c'est encore un peu trop tôt pour pouvoir affirmer ces choses-là. Ouais. Ce que tu dis, et j'y crois complètement. Sur le terrain, qualitativement, voilà, ton c'est ça. expertise est très importante. Ouais. Si on doit mettre nos petites casquettes de chercheurs ou de chercheuses, ben, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'études sur le sujet et sur la comparaison justement des différents types de jeux, des différents gameplays. On commence quand même à avoir des premiers résultats, des premiers indices qui montrent bien qu'en fonction du type de jeu, on va avoir des effets différents. Ouais. Par rapport à ce que tu dis là, moi, j'ai surtout utilisé un jeu comme le Dobble, un spot-it jeu, game. Et en fait, donc on observe, moi j'observais un effet très spécifique sur l'attention visio-spatiale, c'est-à-dire trouver des informations visuelles dans l'espace, qui est plutôt logique. Et il y a d'autres études qui s'intéressent par exemple à des jeux collaboratifs, comme tu dis, comme Pandémique, où là ça va avoir plutôt des bénéfices sur les interactions sociales, le travail d'équipe, la collaboration. Et en effet, jouer à un jeu comme Spot-it ou un jeu comme Pandémique, ça n'a tellement rien à voir qu'il y a beaucoup d'hypothèses du côté scientifique. Et on le ressent donc de manière qualitative en observation. Voilà. Et c'est ce qu'on ressent aussi quand on joue. Et si on le demande aux élèves, par exemple, qu'est-ce que tu as senti que tu as utilisé le plus? De la mémoire, de la planification, la gestion des émotions. Ce jeu-là, qu'est-ce qui t'a demandé le plus d'utiliser? Et de manière qualitative, sans imagerie mentale ou rien d'autre, l'enfant, l'adolescent est capable d'aller dire. Donc, c'est ça. On observe que chaque jeu semble, en tout cas, solliciter des mécaniques différentes, donc des processus cognitifs différents. Existe-t-il des différences dans la manière dont les jeux de société affectent le fonctionnement cognitif des enfants, des adolescents et des jeunes adultes? Alors, il y a une hypothèse principale dans ce qu'on appelle la littérature scientifique qui dit que les activités de loisirs de façon générale, et il y a même des hypothèses spécifiques sur le jeu, devraient avoir des meilleurs bénéfices chez les enfants et les personnes âgées, parce que les enfants sont encore en cours de développement cognitif et certaines personnes âgées peuvent, à l'inverse, vivre un déclin cognitif.
Donc en étant dans ces périodes justement où d'un point de vue cognitif, tout peut encore soit se développer, soit il peut y avoir quelques difficultés, et ben, il semblerait donc que les pratiques ludiques dans ces périodes-là, c'est ce qui va pouvoir le plus voilà, booster les compétences ou aider à leur développement ou éviter justement certains déclins. Mais ça, c'est encore un stade d'hypothèse, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore des résultats pour pouvoir le confirmer. Moi, pendant ma thèse, il y a quelque chose d'intéressant quand même que j'ai observé. Donc, j'ai rencontré des adolescents et jeunes adultes, on va dire. Et donc, ils ont joué à différents types de jeux de société. Et lorsqu'ils jouaient à un jeu de société plutôt, on va dire, de réflexion, un puzzle game, voilà, les plus jeunes engageaient vraiment leur attention, leurs compétences attentionnelles. Je pense qu'ils avaient vraiment besoin de se concentrer voilà, pour jouer. Alors que les jeunes adultes engageaient plutôt leur flexibilité mentale. Comme si, mon hypothèse que j'ai présentée dans ma thèse, comme s'ils en étaient déjà à un stade cognitif où, ok, ils avaient ce qu'il fallait pour être concentrés, donc ils pouvaient travailler plus sur l'adaptation de leur stratégie, alors que les plus jeunes étaient encore au stade de, ok, là je dois me concentrer d'abord pour jouer. Donc, on a des premières, pas preuves, mais réflexions autour de ça et des impacts différents que ça pourrait avoir. Voilà. Dans quel domaine d'études souhaiteriez-vous que les jeux de société soient étudiés à l'avenir dans le cadre académique? Partout. Tous les domaines. Tous les domaines. Ça peut servir dans tous les domaines, le jeu de société. Donc, moi, je répondrais tous les domaines. Ça. Et puis, étant donné que moi j'ai une double casquette avec le côté académique et le côté industriel aussi, on voit bien tout cet engouement qui se développe autour du jeu de société. Il y a aussi beaucoup cette tendance de détourner les enfants des écrans et donc de leur proposer du jeu de société. Et en fait, au-delà de tout ce qu'on veut bien croire justement sur les bénéfices du jeu de société, il sera important, comme on le disait tout à l'heure, d'apporter toutes ces preuves scientifiques et de se dire voilà concrètement ce qui se passe quand on joue. Donc c'est pour ça que dans tous les domaines, ce serait hyper important d'étudier ça, quoi. On va comprendre. OK. Pouvez-vous nous faire un résumé de votre étude? Ah oui. Alors moi, j'ai fait une thèse qui était financée par Gaming Lab. Ça a duré 3 ans. Et donc, j'ai étudié les effets de la pratique des jeux de société modernes sur le fonctionnement cognitif chez les adolescents et jeunes adultes. Donc, je me suis vraiment intéressée à ce que je disais tout à l'heure, cette corrélation entre la pratique des jeux de société et le fonctionnement cognitif. J'ai aussi étudié les effets d'une session de jeux de société, quel effet ça a sur le fonctionnement cognitif. Donc, juste après avoir fait une partie de jeu, quel effet ça peut avoir sur notre état cognitif. Et puis, je me suis intéressée aussi aux différentes conditions qui peuvent expliquer ou permettre ces effets des jeux de société sur le fonctionnement cognitif. Selon votre étude sur les efforts des jeux de société sur les fonctions cognitives, les principaux résultats indiquent que des liens positifs peuvent être observés entre la pratique du jeu de société et les fonctions cognitives dans certaines conditions. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces liens positifs? Oui, bien sûr. Alors, j'ai vraiment une première étude, on va dire, sur le lien entre la fréquence de pratique des jeux de société, mais aussi les scores qu'on peut avoir en jeu et certaines fonctions, on va dire compétences cognitives ou académiques. Et globalement, ce que j'ai pu observer, c'est que le temps de pratique, mais aussi les scores qu'on va avoir en jeu, ça va être positivement lié à des compétences comme l'attention, l'inhibition, mais aussi des compétences mathématiques. Voilà. Je ne sais pas si ça rejoint un petit peu ce que tu peux observer parfois sur le terrain. Donc ça ne veut pas forcément dire que c'est parce qu'on joue qu'on a de meilleures compétences cognitives. Ça veut en tout cas dire qu'il y a bien une relation. Ça peut aussi être parce qu'on a certaines compétences mathématiques ou cognitives, et on a envie de jouer plus parce qu'on se sent à l'aise. Et j'en parlais déjà un petit peu aussi tout à l'heure, j'ai observé que juste après une partie de jeu de société qui est un jeu comme Spot It ou Double, donc des jeux très dynamiques où il faut trouver des informations rapidement, on observe un effet donc, sur l'attention visio-spatiale. Donc c'est vraiment certainement ce qu'on fait dans le jeu qui permet de booster pendant un petit moment immédiatement ces compétences.
Et ça entraîne aussi un petit peu d'impulsivité. C'est-à-dire qu'on s'améliore, mais parfois c'est un petit peu au détriment du comportement, on est un petit peu trop… La justesse. Voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire. Dans le cadre de votre étude, vous avez utilisé plusieurs jeux avec des adolescents et des jeunes adultes. Quelles sont vos conclusions sur l'utilisation, les interventions impliquant des jeux de société dans le cadre scolaire? Alors, moi, j'ai rencontré les adolescents et les jeunes adultes, en effet, dans leur cadre scolaire, c'est-à-dire que j'allais dans des écoles parce que c'était plus simple pour les rencontrer. Mais en fait, ils jouaient à l'école, mais je ne demandais pas à leurs enseignants ou à leurs professeurs de mettre en place une intervention basée sur les jeux de société. Donc, je pense que ça nous fait la parfaite transition vers les études de Dr Higueras. OK. Voilà. Ah, OK. Voilà. OK. Hey, prochaine question. Pouvez-vous décrire l'objectif principal de la recherche de professeur Higueras? Donc, à la différence de mon projet de thèse, donc c'est Jorge Higueras et son équipe, ils ont aussi travaillé sur comment la pratique des jeux de société, mais là spécifiquement à l'école et chez les enfants, peut avoir un effet sur le fonctionnement cognitif et les apprentissages. Donc là, ils mettaient vraiment en place des interventions, des entraînements, on dit, avec les enseignants, c'est-à-dire qu'ils y rencontraient les enfants, ils leur faisaient passer des évaluations cognitives et après, ils demandaient aux enseignants plusieurs fois par semaine et pendant plusieurs semaines de faire jouer les enfants et de nouveau y repasser les mêmes évaluations à la fin pour évaluer ce qu'il y avait des améliorations. Voilà. Et donc, globalement, ils observent des améliorations sur le fonctionnement cognitif, en particulier le fonctionnement exécutif. Donc, c'est tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, la flexibilité, l'inhibition, voilà. Et ils observent aussi des effets chez des enfants qui ont des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité sur les troubles du comportement. Voilà, des diminutions donc, de certains troubles du comportement. Voilà. Quels sont les problèmes de comportement que les jeux de société peuvent aider à réduire? Donc dans l'étude de Jorge et de son équipe en particulier, ce qu'ils ont observé, c'est que pour des élèves qui vont juste en classe de façon classique, sans avoir une intervention basée sur les jeux de société, ils peuvent avoir certaines difficultés donc de contrôle du comportement ou des émotions. C'est des choses que tu dois bien observer aussi dans ta pratique. Et donc, parfois, ces troubles, et c'est ce qu'ils observaient là tout au long de l'année, c'est peut-être lié à de la fatigue aussi, pouvaient être plus importants. Donc, c'est plus de disputes, de bagarres, des choses comme ça, plus d'impulsivité. Et là, après justement qu'ils aient proposé une intervention basée sur les jeux de société, ils observaient beaucoup moins ces moments-là, plus d'énervement. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils notent dans un de leurs articles scientifiques, en particulier donc, chez des enfants qui ont un TDAH. Et une hypothèse, c'est certainement que le fait de jouer ensemble, ça apprend justement dans les interactions sociales à être certainement plus calme. Enfin, ça t'expliquerait ça. C'est un médium qui permet de faire l'apprentissage, de vivre ensemble. Voilà. Ça s'appelle un jeu de société. Ouais. Alors, c'est ça. C'est un outil qui permet de faire cet enseignement-là ou cette éducation-là. Donc, forcément, au départ, qualitativement, on le voit, il y a des enfants qui sont plus désorganisés, la confiance en eux qui est brimée. Mais au fil du temps, ils apprennent à prendre leur place, ils apprennent des trucs pour mieux jouer ou pour avoir des stratégies pour être meilleur en jouant. Hop, alors là, l'estime est un petit peu meilleure. Justement, les comportements, les désinhibitions vont baisser un petit peu. Donc, ouais. Okay. Comment l'enseignement par le jeu renforce-t-il l'intérêt, la participation et permet-il aux élèves de s'impliquer davantage dans leur apprentissage? Oh, la motivation! Les élèves, en général, adorent le jeu. Oui. Mais ça dépend comment le jeu est amené, est expliqué. Donc, alors, il y a des enfants que ça va stresser, donc ils sont stressés de ne pas gagner, donc ils vont se retirer. Alors, tout est dans la façon de venir amener le jeu avec eux. En général, c'est ludique.
c'est plaisant. Donc, si on prend le temps de bien expliquer les règles, on dit aux élèves, on va prendre le temps de se fabriquer des connexions de neurones du jeu avant d'y jouer. Alors, ils explorent le matériel, donc ça les implique, ils sont impliqués dans le processus d'apprendre le jeu, de prendre plaisir à découvrir ce nouvel outil-là. Et tranquillement, il semble qu'ils ont assez de connexions de neurones, je comprends bien, on joue. Donc, ça les implique, tu sais, c'est ça. Donc, la motivation, c'est ludique, c'est visuel, c'est attrayant, on a du plaisir. Alors, ça, déjà, souvent, le jeu de société vient ouvrir l'affectif. On fait des apprentissages sans forcément s'en rendre compte tout de suite sur le coup. Avec la prise de conscience après, OK. Alors, c'est ça. Et en quoi ça les implique? Bien, ils doivent comprendre le jeu, alors ils sont impliqués, ils doivent poser des questions si jamais ils ne comprennent pas. On va leur dire, bon, bien, on prend 20 minutes pour jouer. Bien, c'est eux qui doivent aller chercher les jeux, c'est eux qui doivent installer. Ça les implique aussi dans le processus de mise en place. Comme un autre outil qu'on utiliserait pour aller apprendre les fractions. Et on prendrait un outil, OK, on a du matériel de fraction, bien là, c'est le jeu de société, alors ça les implique. Quand on a un nouveau jeu, qu'est-ce que ce jeu-là va solliciter? Quelle fonction cognitive? Moi, je pense que ça prend de la mémoire. Alors, ils embarquent un peu là-dedans au fil du temps. C'est chouette. Ouais. C'est vrai que la recherche, ce qu'elle montre, c'est que c'est la motivation en fait qui a un effet important. On va sortir un jeu et là tout de suite, voilà, les enfants vont avoir envie de jouer. Certaines études montrent que si c'est pas clair pourquoi on utilise ce jeu-là, pourquoi il y a un temps de jeu en classe, la motivation n'est pas là et donc ça fonctionne pas très bien. Mais comme tu dis, il y a toute cette partie implicite des apprentissages qui peut devenir explicite à partir du moment où on a un temps d'échange, de feedback avec les élèves après. Ouais. Donc vraiment, tout ce que tu dis là, c'est toutes les hypothèses de la recherche et c'est ce qu'on commence à observer aussi de notre côté. Pouvez-vous nous présenter le programme et l'étude Jeux métacogiques? Oui, Jeux métacogiques. C'est un beau projet de recherche qu'on a mené auprès d'enfants âgés d'environ 9-10 ans, alors dans des classes au Québec. Alors, on avait en tout environ, au final, on avait 312 élèves en études et l'objectif du programme était d'aller mettre en place un programme qui allait enseigner le cerveau, les fonctions cognitives, les fonctions exécutives, quels sont les réseaux de neurones qui peuvent m'aider à apprendre. Et ensuite de ça, aller permettre, proposer un temps d'entraînement par le jeu de société pour mettre en place les stratégies apprises sur ces fonctions cognitives et exécutives. Alors, on a des élèves qui ont reçu le programme complet, l'enseignement ainsi que l'entraînement par le jeu. Ils ont été comparés à des groupes d'élèves qui n'ont reçu que l'enseignement. L'enseignement du cerveau, les fonctions cognitives, des stratégies, mais aucune période d'entraînement par le jeu. Et ils ont été comparés à des groupes qui ont reçu seulement l'entraînement par le jeu, sans enseignement préalable. Et ils ont été comparés à des groupes qui ont fait leur 4e régulière. Tout le monde a été actif le même nombre de minutes en même temps, faire des choses semblables. Voilà, et donc l'objectif était d'aller voir seulement la pratique de jeu, est-ce qu'elle peut avoir une influence? Est-ce que ça prend un enseignement en plus au préalable? Est-ce que seulement un enseignement a un impact? Et tout ça, c'était de voir l'impact à la fois sur les compétences métacognitives et les fonctions exécutives. Et est-ce qu'il y a un impact sur le rendement scolaire au niveau académique, en fait? Voilà. Des enfants neurodivergents ont-ils été inclus dans la recherche? Alors, nos élèves neurodivergents, donc qui avaient reçu certains diagnostics de troubles développementaux, les enfants à besoins particuliers, ont été inclus dans la recherche, mais pour la phase d'analyse, ils sont séparés. Alors, donc on a une trentaine d'étudiants qui vont recevoir une analyse vraiment plus précise. On a commencé à avoir déjà des petites données. Je n'ai pas de papier encore, mais en résumé, on a quand même des données intéressantes en analyse comparativement aux élèves qui n'ont pas de besoins particuliers. Yeah, it's really intéressant. L'étude a révélé des différences entre les enfants neurotypiques et les enfants neurodivergents.
Donc, c'est ça qu'on a commencé à avoir, là, comme, ce qu'on voit en résumé là, de ce que j'ai présentement comme résultat. Là. Point de vue, si on compare les groupes qui ont reçu l'enseignement et l'entraînement versus les groupes qui n'ont reçu que le jeu. Alors, dans tous les cas, les élèves qui avaient des besoins particuliers, en début d'études, présentaient, dans tous les cas, des fonctions exécutives moins efficientes et tout ce qui touchait la métacognition aussi, sentiment d'efficacité personnelle, tout était plus faible comparativement aux élèves dits normaux, dans le fond. Et après entraînement, ce qu'on a vu, c'est que les élèves à besoins particuliers ont nettement augmenter leur sentiment d'efficacité personnelle, le rendement des fonctions exécutives, ainsi que, voilà, même la métacognition que les élèves qui ne présentent pas de besoins particuliers. Alors ça, c'est très intéressant. Absolument. Donc, ça nous dit que un programme qui vise à prendre conscience de ses fonctions, qui vise à suggérer des trucs d'autorégulation pour mieux brancher ces fonctions-là, entre guillemets, et en suggérant un entraînement par le jeu, bien, ça nous permet à des élèves à besoins particuliers d'être inclus dans des classes régulières avec un programme comme ça et de permettre de cheminer, de s'améliorer. Donc, c'est extrêmement positif. Là, j'ai hâte de voir la suite. On n'a pas tous les résultats, mais voilà. Ouais. OK. Et finalement, quels sont les domaines dans lesquels le groupe jeu Métacogite a connu les plus grandes améliorations? Oui, c'est vraiment dans le domaine des fonctions dites exécutives. Alors ça a été catégorique. Oui, ils ont une meilleure autorégulation des fonctions exécutives et on a vu aussi une amélioration au niveau du sentiment d'efficacité personnelle des élèves. Et moi, sincèrement, je n'aurais qu'évaluer ça parce que, je veux dire, quand un enfant se sent plus compétent et se sent plus efficient, bien, on le sait, d'autres domaines de recherche et d'autres études démontrent que plus l'estime de soi est élevée, meilleure il y a une réussite personnelle, sociale et professionnelle éventuellement. Donc, ça, c'est très, très positif. Ouais. C'est les grands domaines sur lesquels... Oui, c'est génial, ça vaut la peine de faire des recherches. C'est là que je dis, bon, ça a valu la peine de faire ce temps-là. Ouais. Puis là, ça va plus loin, c'est au-delà de purement la cognition, les tests cognitifs, c'est vraiment, ils ont une meilleure confiance en eux, ça va travailler sur leur bien-être, c'est très chouette. Et le regard des professeurs sur cet aspect-là aussi était meilleur. Donc, c'est chouette. J'ai dit finalement, mais j'ai une question, OK? Pour annexer les deux. Comment pensez-vous que votre recherche pourrait être utilisée dans les écoles à l'avenir? Ah, bien, pour ma part... Ça, c'est le final question. Oui, pour ma part, en fait, c'est qu'un programme comme Jeu Métacogite qui suggère un enseignement, on a combiné ce qui s'est fait de manière détachée dans d'autres projets de recherche. Il y en a qui ont évalué seulement enseigner le cerveau, qu'est-ce que ça a bien apporté. Alors, en combinant un programme tel Jeu Métacogite, comme prendre le temps d'enseigner le cerveau, les familles de neurones qu'on peut solliciter, les stratégies et permettre la pratique de tout ça, des moments de pratique, bien, cette recherche-là nous dit bien, ça vaut la peine de le faire. Donc, proposons ça le plus possible dans les classes et à partir des tout petits qui sont en pur développement de leur connexion neuronale. Donc, c'est ça. Que ce soit le programme Jeu Métacogite ou une autre façon de faire, mais allons enseigner le cerveau, allons proposer des stratégies d'autorégulation et permettons des moments pour le pratiquer concrètement, pour transférer. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est tout pour l'entrevue. Merci beaucoup. Avez-vous des autres informations pour les gens à propos de votre travail? Non, bien, en fait, vous pouvez suivre la suite parce que pour nous, Jeu Métacogite, tous les résultats ne sont pas sortis encore et tout. Donc, même le papier scientifique et tout est à venir. Alors, vous pouvez surveiller par le biais du Gaming Lab. C'est ça. Ouais. Toutes les informations peuvent être retrouvées sur le site web de Gaming Lab. Voilà, sur tous ces projets. Oui. Pour contacter vous, c'est Gaming Lab. Oui, je pense qu'il y a un lien ici avec le renseignement de contact. OK. Merci beaucoup. Merci.